Bonsoir et bienvenue dans Focus ONG. Nous exposons dans ce numéro donc l'impact de la crise sanitaire Covid-19 et de la crise scolaire sur l'éducation au Burkina, et nous en parlons à travers les activités de la Coalition nationale pour l'éducation pour tous, cette organisation non gouvernementale qui œuvre donc dans le développement de l'éducation. L'ONG est représentée sur place donc par son coordonnateur national Taïrou Traoré. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Également par Marie-Noli Zomodo, représentant donc d'une organisation membre de la coalition. Bonsoir madame et bienvenue. Merci. Enfin, un troisième invité sur ce plateau, il s'agit d'Issia Cavalion. Bonsoir et bienvenue. Vous êtes membre du conseil d'administration de la coalition. Bonsoir madame. Eh bien, avant de rentrer dans le noyau de la question, donc, je vous propose, Monsieur Traoré, de présenter en général les objectifs de la Coalition nationale pour l'éducation pour tous, qui a été créée en 2000. Bien, merci. La Coalition nationale pour l'éducation pour tous a été créée effectivement en 2000. Si nous voulons faire un bref rappel historique pour comprendre les conditions dans lesquelles elle a été créée, nous repartons à la conférence mondiale sur l'éducation qui a été tenue à Jomtien en 1990, où la communauté internationale avait décidé, avec les chefs d'État et de gouvernement, de travailler à faire en sorte qu'en 2000, tous les enfants de la planète puissent avoir le droit d'aller à l'éducation. Alors en 2000, ils se sont retrouvés à Dakar pour faire le point, exactement au mois d'avril. Ils se sont rendus compte que la situation était encore plus catastrophique parce qu'il y avait plus de 110 millions d'enfants qui n'avaient pas toujours la chance d'aller à l'école et plus de 800 millions d'adultes qui ne savaient ni lire ni écrire. Alors, ils se sont engagés à nouveau pour 2015 à travers les 6 objectifs de l'éducation pour tous. Alors, la société civile qui avait fait une participation très active à ce forum-là a décidé de se coaliser en une vaste campagne mondiale pour l'éducation. Pour suivre de près les engagements qui avaient été pris pour 2015. Entre autres, reformer les systèmes éducatifs, et ensuite octroyer un financement conséquent, bien sûr, pour pouvoir permettre de scolariser de façon universelle l'ensemble des enfants de la planète. Alors, dans cette campagne mondiale pour l'éducation pour tous a été créée avec comme siège à Johannesburg, et la campagne mondiale a mis en place les réseaux continentaux dans les 5 continents, et pour ce qui nous concerne, c'est ANCEFA, les réseaux africains de campagne pour l'éducation pour tous, dont le siège est à Dakar. Et ce réseau continental a mis en place les coalitions nationales. Donc pour que le suivi se fasse du niveau national au niveau régional et en allant vers le niveau mondial. Donc pour que nous puissions suivre les indicateurs, en tout cas le jour et jour, et produire des rapports alternatifs pour voir ce qui marche, ce qui ne marche pas, et puis interpeller le gouvernement et réaliser des plaidoyers, sensibiliser les populations, les décideurs, donc pour qu'il y ait plus de ressources qui soient allouées à l'éducation afin que nous puissions atteindre ces 6 objectifs-là. Donc notre raison d'être, c'est vraiment le plaidoyer. Le plaidoyer, pour le réussir, il faut avoir des évidences. Et chaque année, nous réalisons des contrôles citoyens, nous réalisons à travers lesquels nous produisons des rapports alternatifs qui nous permettent de rencontrer les ministères de l'éducation, les parlementaires pour leur expliquer un peu comment la situation de l'éducation évolue et plaider pour que des actions soient prises pour corriger les insuffisances constatées. Alors, Monsieur Valiant, nous en venons donc au sujet. Quelle est votre lecture, la lecture donc de la coalition sur la situation scolaire en ce moment? Vous pouvez aussi évoquer le cas du Covid-19. D'accord, merci madame. Vous venez d'évoquer 2 situations qui ont mis à mal notre système éducatif. C'est la survenue de la Covid-19, en tout cas a impacté négativement sur l'évolution des programmes au niveau scolaire. Parce qu'on se rappelle qu'en 2019, en tout cas dès que la maladie a été déclarée,
Ça a été dans le monde entier, le Burkina n'a pas fait l'exception. En tout cas, il y a des mesures qui ont été prises. Et ici, on se rappelle que les classes ont été fermées pour un certain nombre de mois. Donc, les enfants ont vaqué. En tout cas, tous les acteurs au niveau de l'éducation étaient carrément mis à l'écart des salles de classe. Et qu'est-ce qu'on pouvait attendre de cette situation que des enfants qui d'abord ont perdu le peu qu'ils avaient appris, parce que c'est juste après le premier trimestre que, en tout cas, la Covid-19 est survenue. Donc c'est jusqu'à pratiquement à la fin de l'année scolaire 2019-2020 qu'on a repris. Et on a repris pour quelques jours. On rappelle que les cours avaient été suspendus de mars à juin. Les cours ont repris donc le 1er juin en 2020. Oui, exactement. Donc on imagine ce que les enfants ont perdu. D'abord ce qu'ils ont appris, mais pour le reste du temps, c'était tellement bref que, en tout cas, on ne pouvait pas rattraper le retard. Et quoi qu'on dise, en tout cas, on a mis les bouchées doubles pour permettre aux candidats aux différents examens de sauver l'année scolaire. Mais cela va sans dire que, en tout cas, pour la suite, en tout cas, il y avait des efforts à faire. C'est vrai que le ministère de l'Éducation nationale avait pris des dispositions pour que, pour l'année scolaire 2020-2021 qui démarrait, qu'on puisse rattraper le retard avant de poursuivre. Mais nous constatons tous que la fin de l'année scolaire 2020-2021 aussi est mise à l'épreuve par une autre situation qui vient s'ajouter, à savoir la crise scolaire. Donc cela veut dire que, en tout cas, ça va jouer encore négativement sur les différents niveaux des enfants qui n'étaient déjà pas déjà très bons. Alors, allez-y. Oui, bon, comme ce qu'il vient de dire, c'est tout à fait juste. Avec la survenue de la crise, les classes ont été fermées. Les classes intermédiaires ont été fermées plus tôt. Et ils ont eu droit à 7 mois de vacances. Bon, 7 mois pour les élèves, si ils ne sont pas accompagnés, voilà, donc pour pouvoir suivre des apprentissages à la maison, logiquement ça a des répercussions, hein, voilà, donc sur leur niveau de connaissance. Alors, comme il a si bien dit, au niveau des classes d'examen, il y a quand même des efforts qui ont été faits par le ministère en charge de l'éducation, où il y a eu des regroupements, voilà, tout. C'est vrai que les classes intermédiaires étaient fermées, mais tous les enseignants ont été réquisitionnés, voilà, donc pour accompagner, bien sûr, les élèves des classes d'examen, ce qui a fait que les résultats aux examens, que ce soit au niveau du certificat d'études primaires, au niveau du BPC ou au niveau du bac, ont été vraiment nettement supérieurs, hein, voilà, aux résultats de l'année 2019. Maintenant, le problème, c'est au niveau des classes intermédiaires. Alors donc, on a terminé l'année d'une façon incomplète. On a repris en octobre 2020. Alors, maintenant, le problème qui se pose, il fallait d'abord essayer de terminer le programme de l'année scolaire 2019-2020, voilà, au cours du premier trimestre, et pouvoir au second trimestre entamer, bien sûr, le programme de l'année 2020-2021. Alors, ce programme a commencé, on se retrouve encore avec une situation où les élèves des classes intermédiaires ont été renvoyés à nouveau. Voilà, les classes sont fermées, ce qui veut dire que, le temps d'apprentissage qu'ils ont eu, en tout cas, on attend qu'il y ait des évaluations pour nous situer davantage vraiment sur, en tout cas, les conséquences de cette crise-là.
Voilà. Et en ce moment, donc, le plus gros problème dans l'éducatif, c'est plus la crise scolaire à travers les manifestations des élèves pour demander l'annulation des réformes que donc le Covid-19, n'est-ce pas? Non, puisque le Covid-19 est passé, est derrière nous. Oui, bien. Alors donc, ce qui a été fait avec le Covid-19, alors quand on a fermé les classes, le ministère a mis en place un programme d'éducation par la radio, comme tout le monde a suivi. Voilà, au niveau des différentes télés, des cours ont été enregistrés et puis diffusés en ligne. Voilà, donc pour permettre à ceux qui sont à rester à la maison de pouvoir poursuivre les apprentissages. Bon, mais on n'a pas vraiment une évaluation de cette situation réelle. Est-ce que les enfants ont pu effectivement apprendre correctement à travers vraiment ces émissions, étant donné que ceux qui sont là, pour la plupart des enfants, s'ils ne sont pas accompagnés, donc pour se concentrer devant un téléviseur pour suivre les cours, ce n'est pas très évident. Mais en tout cas, bon, nous voyons que c'est des efforts qui ont été faits. Maintenant, à la fin, bon, on aurait pu évaluer ces efforts-là. Bon, peut-être que les indicateurs de qualité nous situeront davantage sur ce qui a été fait. Mais la seconde fermeture qui intervient, ça c'est tout de suite. Au dernier conseil des ministres que le gouvernement a pris cette décision de fermer les classes intermédiaires. Alors, nous savons que au niveau du ministère de l'Éducation nationale, ils avaient quand même interpellé à travers une lettre circulaire, surtout certains promoteurs du privé, vraiment qui essayaient de fermer, en tout cas qui envisageaient de fermer plus tôt les classes. Ils ont rappelé qu'il fallait aller jusqu'au bout de l'année. Voilà. Mais bon, nous, à notre surprise, on voit que le gouvernement lui-même a décidé vraiment de fermer de façon prématurée les classes intermédiaires, donc pour encore donner la chance à ceux qui sont dans les classes d'examen de pouvoir poursuivre. Alors donc, pour nous, quoi qu'on dise, en tout cas sur les indicateurs à long terme, on va les ressentir. Un enfant qui doit passer 9 mois à l'école, s'il passe 6 mois, puis après, on essaie de rattraper cette année qui devient encore incomplète. Bon, pour nous, en tout cas, surtout que la qualité de l'éducation au Burkina, nous reconnaissons tous qu'elle est en baisse continue. Bon, ça nous pose manifestement problème. Voilà. Madame Yoli, qu'est-ce que vous pensez de la crise scolaire en ce moment? Vous êtes enseignante, je le précise, oui. Je suis enseignante, merci bien. Et bon, la crise actuelle, c'est comme il l'a dit, c'est un coup dur pour le système éducatif parce qu'on n'a pas fini de gérer les conséquences de Covid et cette crise vient s'ajouter. Mais notre opinion sur cette crise, c'est qu'il a manqué le dialogue. Le dialogue aurait pu, en tout cas, aider à résoudre cette crise, n'aurait pas pu prendre l'ampleur qu'elle a pris si effectivement les uns et les autres avaient pris le temps de dialoguer, de discuter, de mieux se comprendre. Malheureusement, cela a manqué et on a vu en tout cas les dérives par-ci, par-là, que ce soit du côté des forces de l'ordre qui tentent de maintenir les scolaires ou du côté des scolaires. En tout cas, on a pu observer les dérives, mais les conséquences sont encore à venir. Parce que ce qu'on est en train d'observer, moi je pense que ce n'est rien par rapport à ce qui va venir. Parce que la qualité de l'éducation a pris un coup. Qu'est-ce qui pourrait venir? Vous parlez de quoi? Non, quand je dis que ça pourrait venir, puisque c'est l'éducation qui permet d'améliorer les comportements des uns et des autres. Mais si aujourd'hui les enfants n'ont pas cette éducation-là, on ne peut pas imaginer ce dont ils seront capables les jours à venir. Voilà, donc ce sont ces conséquences-là que nous redoutons. Et en plus de cela, les résultats aussi vont prendre un coup au niveau des différents examens et des classes intermédiaires. Ça fait 2 années de suite qu'on n'a pas pu achever l'année correctement et ça, c'est sûr que ça va porter en tout cas des conséquences pas possibles.
Qu'est-ce que cette situation, donc ce blocus au niveau de l'éducation a engendré dans le processus des actions que vous avez engagées en tant que coalition donc, pour le développement de l'éducation? Alors, en tant que coalition, ce que nous faisons, c'est vraiment le renforcement des capacités des acteurs. Nous avions, en ce qui concerne la crise de la Covid-19, nous avions un projet que nous déroulions au niveau des régions de l'Est et du Sahel avec l'accompagnement de Backup Éducation. C'est les activités de formation qui avaient été prévues avec les mesures de quarantaine qui avaient été prises. Nous étions obligés de les abandonner. Et en négociation avec le partenaire, on a changé de stratégie. Donc pour aller vers la réalisation d'émissions radio, et télé, et puis de messages, des spots publicitaires, des affiches pour interpeller les décideurs, sensibiliser les communautés donc sur d'abord la nécessité du respect des mesures barrières concernant la Covid-19, mais aussi sensibiliser les communautés donc sur la nécessité de la continuité éducative. C'est vrai, ce n'est pas facile, et quand on est dans une situation de ce genre, tant bien que mal, nous avons pu le faire, et nous avons réalisé un contrôle citoyen dans les deux régions de l'Est et du Sahel. Et les résultats, nous les avons partagés au syndicat partenaire de l'éducation. Nous avons eu à rencontrer les députés au cours d'un dîner de presse, donc pour leur partager les résultats qui montrent que la crise sécuritaire a impacté négativement le développement de l'éducation. De façon globale, on était à plus de 2500 classes fermées et plus de 300 000 élèves qui étaient en tout cas en situation de rupture scolaire. Il fallait nécessairement que des mesures soient prises. Donc dans le cadre du plaidoyer, donc pour permettre à ces enfants-là de bénéficier de leur droit à l'éducation. Alors, ce qu'on peut dire, nous reconnaissons que nous avons les propositions que nous avons eu à faire ont permis, en tout cas au niveau de certains cadres, de prendre en compte les propositions que nous faisions. Parce que dès le début, nous avions lancé en tout cas un message à travers une déclaration. Donc pour inviter les autorités à prendre toutes les mesures pour que les élèves puissent continuer de bénéficier de leur droit à l'éducation, et aussi au niveau du financement de l'éducation, que la crise ne soit pas un prétexte, donc pour faire des coupes sombres, et puis inviter en tout cas tous les acteurs, les parties prenantes, que ce soit les parents d'élèves, que ce soit les enseignants, que ce soit le gouvernement et les organisations de la société civile active en éducation, que chacun vraiment y mette du sien, donc pour que nous puissions permettre aux enfants, bien que en face à cette situation de crise, ils puissent continuer de bénéficier vraiment des apprentissages. Donc ça a été fait. Maintenant, avec la nouvelle situation qui est arrivée, la crise scolaire liée aux réformes des examens, et là aussi, nous nous sommes retrouvés, nous avons analysé la situation, nous sommes dit que en tant qu'humains, nous sommes dans un pays, dans une nation. Alors donc, quand des crises comme ça surviennent, il est toujours mieux de se retrouver, d'échanger, de se donner les idées, pour pouvoir sortir de la crise. Mais lorsqu'il y a un durcissement des positions, ça devient un dialogue de sourds. Par finir, nous sortons tous perdants, et malheureusement, les enfants sont les plus perdants. Et raison pour laquelle nous avons invité les différentes parties prenantes à se retrouver, à s'asseoir autour d'une table,
voilà, et travailler pour qu'il y ait un consensus. Vous savez, s'il n'y a pas de consensus, ben, la suite même de tout ce qu'on prévoit, vraiment, c'est des rancœurs qui sont là, bon, qu'on accumule. Et à chaque fois qu'on va essayer de se retrouver autour d'une table, quelle que soit voilà, l'occasion qui va se présenter, il y a bien sûr les assises à venir. Si on ne va pas à ces rencontres-là avec un climat apaisé, ça va poser, de notre avis, un problème. Parce qu'on est tous unanimes à reconnaître que le système éducatif tel que bon, nous l'avons, est dépassé, ça ne répond pas à nos attentes. Quel est votre avis très précis sur les réformes qui ont été annoncées par le gouvernement, Monsieur Valiant? Les réformes, il faut reconnaître que c'est du plein droit du gouvernement, du ministère de l'Éducation nationale, d'entreprendre des réformes. Et c'est pas la première fois que des réformes interviennent dans un système éducatif, surtout au Burkina Faso ici. Seulement, je pense qu'il y a la manière, il y a des approches à faire. Et comme il l'a dit, alors à partir du moment où on a annoncé des réformes et que les parties prenantes ne n'accueillent pas bien, on pouvait dialoguer, sensibiliser, expliquer pour amener tous les acteurs du système éducatif à comprendre le bien fondé de ces réformes. Peut-être si on était passé par là, on aurait pu éviter cette crise de plus qui ne rend pas service à notre système éducatif. Alors, les élèves sont convaincus que ces réformes-là ne sont pas avantageuses pour eux. Donc, est-ce que vous pensez la même chose? Bon, la réforme, il s'agit notamment donc de la suppression des sujets au choix au niveau de l'histoire géo et du SVT, voilà. Sciences de la vie de la Terre. Et puis au niveau du bac qui est remis au ministère de l'Éducation nationale. Voilà. Oui, effectivement, les élèves ont leur position, mais comme il l'a si bien dit, c'est la base même de ces réformes-là qui pose peut-être problème. Il fallait justifier la pertinence de ces réformes-là à travers peut-être une étude diagnostique qui fait l'analyse de la situation et qui propose des solutions. Là, on peut de façon scientifique dire voilà, on s'est fondé sur ceci ou cela. Mais quand ça tombe comme ça et que les acteurs eux-mêmes ne sont pas convaincus, même les enseignants qui sont chargés d'administrer ces épreuves-là n'y croient pas, ça pose problème. Donc, les élèves aussi, ils sont capables d'analyser la situation. On pense souvent qu'ils sont manipulés, je n'en sais rien, mais les enfants que nous avons en charge aujourd'hui sont capables d'analyse, ils ont une longueur d'avance même, souvent par rapport à certains adultes, dû à l'évolution. Donc, c'est des situations qu'il faut prendre en compte. Et comme l'a dit quelqu'un, tout ce qu'on fait pour moi, sans moi et contre moi. Pourquoi ne pas impliquer tous les acteurs, élèves soient-ils, mais ils ont un point de vue. Voilà, donc je pense que s'il y avait eu une concertation avant, on allait mieux se comprendre sur la question et peut-être qu'on pouvait éviter cette crise, en tout cas, qui vient s'ajouter à ce qu'on connaît déjà. Voilà. Est-ce que vous pensez vraiment qu'il y a des intérêts égoïstes, entre guillemets, à travers ces réformes-là, M. Traoré? Bon, vous savez, quand une situation comme ça intervient, chacun l'analyse, et puis bon, en fonction des éléments dont il a à sa disposition, il prend position. Je crois que si vous écoutez un peu ceux-là qui sont contre ces réformes, voilà, donc, sont partis d'une analyse. Voilà, donc, ils ont eu à développer, depuis les programmes d'enseignement structurel, voilà, ce qui avait été prévu, il y a eu des luttes qui ont amené à abandonner. Bon, si on revient avec des prises de position, des mesures de ce genre-là, sans une explication, vous savez, les gens auront toujours tendance à dire que c'est ça. Alors que, bon, comme Madame Yondi l'a si bien dit,
Et il serait beaucoup plus intéressant pour le gouvernement, nous par exemple en tant que société civile, puisque la coalition compte 55 organisations membres. À l'intérieur, nous avons les syndicats, nous avons les parents d'élèves, nous avons les journalistes, des chercheurs. Alors, on a les associations de personnes handicapées, de défense des droits des femmes. Alors donc, on pouvait peut-être, à travers les échanges, se donner quand même des idées par rapport à la gestion d'une telle situation. Je crois qu'avant de prendre ces genres de mesures, c'est bon de toujours faire des consultations. Mais il a manqué donc un cadre de concertation avant l'annonce de ces réformes qui vont être engagées en 2022. Le ministre l'a précisé. 2022. Alors que si on avait pris le temps, bien sûr, de faire d'échanger avec les acteurs et de communiquer là-dessus, et de montrer, puisqu'il y a eu des réformes qui sont passées, il y a eu des réformes. Et comme mon collègue l'a si bien dit, les réformes, il y en aura toujours. Mais il faut que ces réformes-là, ça soient comprises et qu'elles soient inclusives. Si on discute autour, discuter avec quelqu'un, ça ne veut pas dire que la personne va tout accepter. Mais au moins, on a l'avantage d'échanger et puis de prendre les points de vue des uns et des autres et de voir dans quelle mesure on peut orienter la mesure qui va être prise. Mais ça n'a pas été le cas. La mesure est tombée comme ça. Nous tous en tant qu'acteurs, on sait on est là, on est devenus des spectateurs. Et à un moment donné, pour prendre une position, c'était délicat. Puisque ça partait dans tous les sens, alors qu'on pouvait éviter cela dès le départ. C'est vrai que le Conseil des ministres, le gouvernement, c'est le chef de l'État, c'est lui qui a été élu. Mais en réalité, pour que les réformes ou bien les décisions qu'on prend, qui vont s'appliquer bien sûr sur les citoyens, nécessairement, si on veut que ça marche, il faut qu'il y ait quand même une concertation. Et qu'il faut avoir aussi l'adhésion, de ceux-là sur lesquels ces mesures vont être portées. Allez-y, madame. Oui, comme le gouvernement l'a si bien dit, c'est une mesure qui va s'appliquer en 2022. Ça veut dire qu'il n'y avait pas péril en la demeure. On aurait pu attendre, surtout qu'il y a une occasion des assises nationales, poser le problème qui allait être débattu avec toutes les composantes du système éducatif pour sortir des décisions, en tout cas, qui allaient être moins discutables. Malheureusement, on est allé comme si il y avait urgence, il fallait coûte que coûte annoncer ces réformes-là et malheureusement les résultats sont ce que nous constatons. Donc comme tout le monde le dit, c'est le dialogue qui a manqué et ça, je pense qu'on doit pouvoir rattraper. Il faut qu'on puisse asseoir les différentes parties prenantes et échanger pour, en tout cas, prendre en compte aussi les avis des uns et des autres. Parce que si on va se braquer, ça va être la dérive pour le système éducatif. Dans tous les cas, la situation est encore bien crispée en ce moment. Qu'est-ce que vous pensez que vous pouvez mettre en place comme action ou qu'il pourrait advenir de cette situation-là? Qu'est-ce qui pourrait être mis en place pour décanter un peu la situation? Monsieur Valiant? Oui, je pense que la situation est crispée, c'est vrai, mais je pense que c'est pas trop tard. Alors, en tant que organisation de la société civile, et où, par exemple, nous comptons des organisations syndicales en notre sein, mais le ministère de l'Éducation nationale, l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales reste notre partenaire, avec qui nous échangeons. Donc, nous pouvons toujours donner quand même des orientations et jouer notre partition parce qu'une organisation syndicale, je prends cette partie-là, regroupe quoi? Ce sont des enseignants et aujourd'hui nous avons des enseignants eux aussi qui sont engagés contre ces réformes. Ça veut dire que nous-mêmes nous avons notre partition à jouer et je pense on est pratiquement à la fin de l'année scolaire, c'est vrai. Il y a les examens qui sont là. Nous souhaitons qu'elles finissent dans de bons termes et que chacun sentir comme
il le peut, mais nous allons profiter et nous souhaitons que les différentes parties profitent de cette trêve, et sont les vacances-là qu'on discute afin de reprendre en 2021-2022 là, une année scolaire apaisée et qui va nous garantir une fin d'année scolaire pas comme 2019-2020 ou 2020-2021. Et en tout cas, la coalition nationale est disponible pour jouer sa partition à fond pour sauver ce qui peut être sauvé encore. Monsieur Traoré, qu'est-ce qui pourrait fondamentalement changer à travers l'organisation du baccalauréat désormais par l'éducation nationale au lieu de l'enseignement supérieur? Qu'est-ce qui pourrait fondamentalement changer à part le fait que le bac sera désormais le premier diplôme, le dernier diplôme au niveau de l'éducation nationale? En fait, la querelle autour du fait que l'organisation du bac soit confiée au ministère de l'Éducation nationale, ça a suscité des inquiétudes, et c'est ce que je disais dans ma précédente intervention, que les prises de position des uns et des autres se fondent sur des lignes de lecture, des grilles de lecture. Alors, on dit que chat échaudé a peur de l'eau froide. Alors, donc, les luttes qui ont été menées au cours des années 90-2000, contre, bien sûr, le fait que le bac soit confié au ministère de l'Éducation nationale. La lecture est que si l'organisation du bac est confiée au ministère de l'Éducation nationale, donc cela voudrait dire que c'est un diplôme de fin de cycle. Voilà. Donc ça veut dire que tous ceux qui sont admis au bac, ne pourront pas directement avoir accès à l'université. Bon, si nous prenons par exemple le certificat d'études primaires, très simplement, tous les admis au certificat n'ont pas l'entrée en 6e. Puisque le certificat est un diplôme de fin de cycle. C'est la même chose pour le BPC. Tous ceux qui sont admis au BPC ne vont pas directement en 6e, en seconde. Voilà, donc il y a un test d'entrée en seconde qui permet à l'État, selon ses possibilités, de retenir le nombre d'élèves à prendre en charge. Alors donc, la crainte pour ceux qui ont ces inquiétudes-là est que si l'organisation du bac est confiée au ministère de l'Éducation nationale, le bac deviendra un diplôme de fin de cycle. Donc, normalement, tous ceux qui sont admis au bac n'auront pas la chance de pouvoir automatiquement d'avoir accès à l'université. Alors le gouvernement a dit que ce n'est pas le cas. C'est ça. Alors, donc pour nous, il faut qu'il y ait une discussion autour, donc pour que ceux-là qui sont là en train d'hésiter, donc qui contestent, aient les garanties nécessaires que ce ne sera pas comme ça. Et quand j'ai écouté le ministre de l'Éducation nationale, il a dit clairement, la volonté du gouvernement, effectivement, c'est d'avoir des universités dans les 13 régions. Voilà, et c'est pour permettre effectivement à tous ceux qui ont le bac de pouvoir bénéficier effectivement de l'accès à l'université. Alors donc si les autres disent nous on a peur, mais nous on dit non, ce n'est pas ça. Mais je pense qu'il est plus simple quand même de discuter autour d'une table. Et c'est les garanties que les uns et les autres veulent. S'il y a une garantie pour dire que tous ceux qui sont admis au bac ne seront pas recalés, ils vont aller directement à l'université, et il n'y a pas de souci. Surtout que quand nous voyons, c'est très difficile compte tenu de la situation financière de nos familles, de nos ménages. Un enfant, un bachelier qui n'arrive pas à avoir accès à l'université publique aura du mal à aller dans une université publique parce que là-bas c'est très cher. Et si la parole du gouvernement ne suffit peut-être pas en ce moment, qu'est-ce qui peut être proposé comme garantie? Non,
c'est ce que nous disions. Puisque aujourd'hui, nous avons dit qu'il faut éviter de rester sur les mêmes positions. C'est-à-dire le braquage là. Voilà, le gouvernement est braqué, ceux qui comptaient sont braqués, mais si on n'organise pas des rencontres, et surtout que si on n'est pas prêt à rencontrer les différents protagonistes, chacun va rester sur sa position. En ce moment, qui perd? Voilà, donc c'est nous tous qui perdons. Le système perd et surtout aussi les enfants. Quand on voit peut-être les blessés qui étaient... les Zenda est fermé automatiquement. Et la fermeture des Zenda a amené la fermeture des classes intermédiaires sur l'ensemble du pays. Oui. Voilà. Et vous avez donc les élèves du Zenda qui doivent aller en examen cette année. Oui. Ils ont pris des dispositions pour que ceux qui sont candidats puissent avoir accès dans les salles, dans d'autres lycées. Voilà, mais c'est une situation palliative. Mais nous, notre souci est que le droit à l'éducation est menacé. Donc ce qu'il faut faire, c'est de créer le dialogue. C'est de permettre aux différentes parties prenantes de se comprendre. Il faut qu'il y ait des garanties. Nous, en tant que société civile, nous militons fort que le droit à l'éducation, tous les enfants de ce pays puissent en bénéficier. Si les enfants eux-mêmes y craignent, donc logiquement, ça veut dire que, en tant qu'organisation de la société civile, donc nous devrions chercher effectivement à les rassurer, peut-être par l'entremise du gouvernement lui-même. Voilà. Donc si on dit que ce n'est pas comme ça, créer les conditions du dialogue. C'est vrai, puisque il y a des écrits, il y a des prises de position qui sont passées, mais le gouvernement qui est là, il peut expliquer. Voilà, c'est vrai ce que vous dites, c'est une réalité, oui ou non. Voilà, si c'est une réalité, donc nous prenons l'engagement et voici, on peut aller sur des bases assez claires, donc pour permettre à tout le monde d'être à l'aise. Sinon, si on ne résout pas cette crise, comme mon collègue l'a dit, pendant cette période de fermeture, à la rentrée scolaire, on va se retrouver encore avec les mêmes rancœurs. Et je crois que les crispations des uns et des autres sont dues essentiellement à des rancœurs qui sont là, des préoccupations qui n'ont pas été résolues. Et ça fait que la crise de confiance s'est installée entre ces différents acteurs. Alors donc, il faut arriver à ramener la confiance. C'est vrai que, dans une démocratie, on ne peut pas tous être sur les mêmes positions. Mais néanmoins, on peut s'entendre sur l'essentiel, qui puisse nous permettre de faire avancer et de permettre aussi à notre système éducatif d'être performant. Si nous regardons aujourd'hui, qui est fier de l'état de notre système éducatif? Je crois que le gouvernement lui-même a déjà sa position là-dessus, sa vision. Voilà pourquoi il veut convoquer des assises, donc pour qu'on discute, donc sur les produits de notre système éducatif. Aujourd'hui, quand vous voyez, quand on va à l'école, naturellement, en sortant, on devrait autre chose que lorsque quelqu'un qui n'a pas été à l'école. Mais aujourd'hui, vous verrez que ceux qui sont allés à l'école et qui sortent, ils ont les diplômes en main. En les comparant à ceux qui ne sont pas allés à l'école, ça décourage souvent même les parents d'inscrire leurs enfants à l'école. Donc ce système-là, fondamentalement, il faut le réviser. Voilà. Donc tant qu'on ne va pas être sur la même longueur d'onde, donc pour nous asseoir et regarder en face notre système éducatif, le critiquer de façon objective, sans passion, et sortir maintenant avec des recommandations que le gouvernement, lui aussi, va s'engager à les mettre en œuvre pour que nous ayons notre propre école. Voilà. Vous avez une école avec des enfants qui sont là entre vos mains après avoir passé près de 20 ans à l'école. Et en termes de comportement, tout le monde se plaint de la violence. Les propos dans les rues, vous les voyez dans nos familles, à l'école. Donc tout ça, c'est le produit de notre système éducatif, vraiment qu'il faut refonder. Merci. Ok, merci. Et je pense que la crise entre gouvernants et gouvernés est réelle. Sinon, quand le gouvernement
promet que même s'il y a des réformes, les droits à l'éducation ne seront pas menacés. En principe, ça ne devrait pas poser problème puisque c'est le souci de ceux qui s'opposent à ces réformes-là. Malheureusement, l'expérience a montré que sur pas mal de chantiers, il y a eu des promesses non tenues. Autrement dit, quand on promet de construire des universités dans les 13 régions, les universités peuvent bel et bien exister, mais à quel prix il faut y avoir accès? Des documents circulent sur lesquels il y a eu des rencontres où on veut porter les frais d'inscription à l'université de 15 000 à 50 000. D'autres même parlent d'un montant plus élevé. Donc quand il y a ces suspicions-là et on dit non, on va construire, il y a des lycées un peu partout, mais on paye pour y accéder. Donc c'est là en fait toute la difficulté. Et en plus de cela, le pays s'est engagé sur des conventions où il garantit le droit à l'éducation. Sur ces droits-là, au niveau du primaire, normalement, chaque enfant devrait avoir accès gratuitement. On n'a pas besoin d'aller au privé pour payer pour que ton enfant soit à l'école. Au niveau du post-primaire et du secondaire, de façon progressive, la gratuité devrait s'installer. Normalement, en 2020, on devrait être sur la gratuité au niveau du post-primaire et du secondaire. Mais ça a été renvoyé au calendrier. On ne sait pas à quand cette gratuité va s'appliquer au niveau du post-primaire. Et dans ces conventions, même à l'université, l'accès devrait être gratuit. Mais où est-ce que nous en sommes quand on fait le point au niveau national? Donc ça montre que ceux qui luttent là, c'est pas sur du néant. Ils ont peur et ils ont raison d'avoir peur. Maintenant, comme l'a dit le coordonnateur, il faut effectivement des garanties pour que chacun puisse accepter et puis avancer ensemble. Monsieur Valion? Oui, je voudrais ajouter la parole du post-primaire et du secondaire qui devait bénéficier de la gratuité. Mais je pense que, bon, là, on tendait vers et on n'est pas encore arrivé. Mais une remise en cause au niveau du primaire. Allons-y voir les kits minimums qu'on distribuait aux élèves, les manuels qu'on distribuait aux élèves. Est-ce qu'aujourd'hui, le gouvernement arrive à respecter ça? Pas du tout. Ce qui fait que de nos jours, ce sont les parents qui prennent en charge encore ces fournitures et ces manuels. Voilà. Et je vais ajouter au niveau du supérieur je ne prends pas de camp pour les élèves, pour les étudiants, mais nous sommes tous acteurs du système éducatif depuis le préscolaire jusqu'au supérieur et nous voyons ce qui se passe. Les années universitaires sont perturbées et nous ne savons pas. Il y a des étudiants, si vous leur demandez ils sont à quelle année, ils ne peuvent même pas vous le dire. Il y en a qui ont eu leur bac, c'est pas sûr qui en 2021, 2020, et ils n'ont pas encore commencé les cours. Et quand on introduit des réformes sans avoir vraiment bien expliqué, il y a vraiment une légitimité à craindre qu'avec mon bac, je ne puisse pas aller m'inscrire dans une université, puisqu'il y a des devanciers qui, sans cette réforme-là, ne pouvaient même pas accéder aux universités. Et même quand on a pu accéder dans certaines universités, il y a des problèmes de salles. Les amphis ne peuvent pas contenir ces étudiants. Et en plus de l'année scolaire qui est perturbée, en tout cas les étudiants qui y sont déjà ne se frottent pas les mains. Et ce n'est pas ceux-là qui sont en train de se préparer pour venir qui vont être tranquilles, surtout qu'il y a une réforme qui est annoncée. Je voulais peut-être revenir un peu sur les sujets au choix qui, en histoire, jeu puis en sciences, qui n'ont pas été encore abordés. Voilà une situation qui est là. C'est une réforme qui a quand même date. Si
le gouvernement prend la décision effectivement de supprimer les sujets au choix. Il doit aussi avoir tous les arguments puis pour pouvoir justifier pourquoi on est en arrivé à cette situation. Nous, en tant que société civile, nous disons, bon, on n'est pas contre qu'il y ait une réforme. Mais nous sommes dans une société aujourd'hui de communication. Vous savez, ce qu'on faisait il y a 10 ans, 20 ans, aujourd'hui, on doit se dire que ça ne peut pas continuer sur le même paradigme. Voilà. Sinon, si vous prenez au niveau des primaires, il n'y a pas de sujet au choix. Mais si au secondaire, on a institué les sujets au choix, c'est dû certainement à quelque chose. Il y a une raison. Maintenant, si cette raison ne tient plus, il faut être en mesure, effectivement, d'expliquer pourquoi cette raison ne tient plus et convaincre davantage les vis-à-vis sur la nécessité de supprimer les sujets au choix. Donc, si ce n'est pas de cette façon, bon, on dit que bon, je fais ça pour ton bien. Voilà, je veux t'obliger, voilà, parce que je sais que sur ces deux sujets au choix, tu peux balancer et perdre du temps. C'est réel. On est d'accord avec. C'est l'explication que le ministre a donnée. On peut être d'accord avec. Mais si ceux-là, il y en a qui arrivent à s'en sortir. Bon, les gens voient toujours derrière ces genres de mesures-là qu'il y a une intention. Effectivement, pour éviter cela, il faut expliquer. Bon, moi j'ai suivi le ministre vraiment à la télé, il a bien expliqué vraiment les choses, mais en rencontrant les vis-à-vis, donc pour leur expliquer et écouter aussi les vis-à-vis. Les vis-à-vis? Bon, je peux dire bon, les syndicats et puis les élèves. Voilà, en les rencontrant et puis bon, en posant des problèmes. Voilà, avec les explications de part et d'autre, on en arrive toujours peut-être à nous comprendre, puisque c'est les garanties que les uns et les autres veulent. Voilà, nous avons une crainte, puisque c'est vous qui êtes à la machine, et vous êtes aux commandes. Voilà. Rassurez-nous que ce que vous avez dit là ne va pas avoir de conséquences négatives sur nous. C'est tout. Et puis les élèves ont demandé aussi la reprise des examens blancs dans les universités, dans les établissements publics, et puis aussi la reprise des activités culturelles qui avaient été suspendues depuis mars 2020, au moment du début de Covid-19. Voilà. Mais je pense que tout ça, ça fait partie de ce que nous sommes en train de dire. Voilà. Si on n'échange pas, effectivement, le gouvernement peut prendre des mesures très importantes, effectivement, pour le bien, voilà, des élèves, pour le bien des enseignants. Mais si vous n'échangez pas avec eux, ils ne sont pas au courant. Et puis la mesure tombe. Vous voyez que ça, souvent, bon, il y en a pour certains, c'est parce qu'on ne les a pas considérés. Pour certains, ce serait plus une question de frustration de n'avoir pas été prise en compte. Oui, allez-y, madame. Non, pas nécessairement. Quand on regarde les examens blancs, c'est quand même une étape qui permet aux candidats de se préparer à l'épreuve elle-même. Et si on arrive à supprimer ces parties des questions économiques pour la plupart, et ça, je pense que vous ne pouvez pas convaincre les élèves que l'examen blanc supprimé, c'est pour leur avantage. Ensuite, la question des activités culturelles, on ne peut pas dire qu'il y a une maladie qui est là, il faut arrêter les regroupements, arrêter certaines activités, pendant que les enfants eux-mêmes, ils voient des activités qui continuent de se tenir. Sur le plan national. Sur le plan national, il y a la campagne qui a été menée, qui a regroupé des centaines et des milliers de personnes. Il y a d'autres activités culturelles qui se mènent et à leur niveau, on évoque la maladie de Covid
pour arrêter ces activités-là. Je pense que ça mérite quand même des explications. Et sinon, il faut permettre vraiment à ces enfants-là de pouvoir jouir de leurs droits. C'est aussi leur droit de pouvoir se préparer sérieusement et sereinement aux examens à venir, et aussi les activités culturelles. Quoi qu'on dise, c'est des cadres aussi de formation qui permet même d'anticiper sur les crises. Ça fait partie de l'éducation. Ce sont des valeurs qu'on véhicule à travers ces activités-là. Et donc, ça aurait pu aussi aider à apaiser certaines situations. Monsieur Valiant. Oui, je voudrais revenir un peu sur... Très rapidement, s'il vous plaît. Oui, les sujets au choix. Alors, l'une des raisons de proposer des sujets au choix aux candidats lors des examens, surtout du BPC, c'était quoi? C'est parce que les programmes aussi sont vastes et on n'était pas sûr que l'enseignant puisse administrer tous les chapitres qui sont prévus au cours de l'année. Donc, quand vous prenez les sujets proposés aux examens, il y a des sujets qui concernent une partie du programme, peut-être en début ou en milieu d'année, et l'autre vers la fin de l'année, ce qui permet, si l'enfant a bénéficié des cours ou des leçons qui sont limitées vers le milieu ou vers la fin de l'année, au moins est-ce qu'il a la chance de, en tout cas, traiter quelque chose qu'il a déjà vu. Mais si on ne règle pas ce problème des curricula, pour aller vers un sujet unique imposé, c'est très compliqué. Et du reste, moi je pense que là aussi, la voie est toute tracée parce que la réforme curriculaire a été entreprise et très bientôt, on va passer à une phase de généralisation. Personnellement, je me pose la question, pourquoi on n'atteindrait pas cette généralisation et en même temps intégrer la réforme du système d'évaluation? Parce que réforme curriculaire voudrait dire aussi une réforme du système d'évaluation. Mais quand on prend un élément de la réforme curriculaire et qu'on veut appliquer déjà sur des anciens programmes, ça peut poser problème. Monsieur Traoré, nous allons terminer avec vous. Vous pouvez réaffirmer la position de la coalition par rapport à la situation? Oui, notre position au niveau de la coalition, elle est très claire. Nous disons que nécessairement il appartient au gouvernement de créer les conditions du dialogue. Vous savez, nous avons discuté, le temps n'a pas suffi, mais les protagonistes, ceux qui contestent, qui querellent, si on les écoute à fond, on peut toujours aller vers une sortie de crise. Parce que si chacun parle de son côté, voilà, la presse, chacun, voilà, quand on lui tend le micro, au niveau de la presse, chacun donne sa version. Et on refuse de se rencontrer. Mais ça veut dire qu'on ne fait qu'envenimer la situation. Et nous disons que vraiment pour permettre à tous les enfants de continuer de bénéficier de leur droit à l'éducation, vraiment que le gouvernement et les syndicats, les scolaires vraiment acceptent vraiment se rencontrer, échanger en profondeur et puis nous permettre d'aller sur vraiment des lignes médianes qui vont nous permettre une bonne sortie de crise et que pour l'année à venir, on puisse repartir sur de nouvelles bases afin d'éviter ces genres de situations qui sont préjudiciables à notre système éducatif. Votre solution donc pour dépasser cette crise-là, pour commencer, c'est le dialogue. C'est le dialogue. Voilà. Merci donc Monsieur Tahirou Traoré, vous êtes le coordonnateur national de l'éducation pour tous. Donc cette ONG qui est représentée sur cette table, donc à travers aussi Madame Marie Nyoli Zomodo. Merci
d'avoir participé à cette émission. Vous êtes représentante d'une organisation, membre de la coalition. Donc, et puis enfin, Monsieur Issa Cavalian, vous êtes membre du conseil d'administration de la Coalition nationale pour l'éducation pour tous. Et nous avons parlé donc de l'impact de la crise sanitaire Covid-19 et de la crise scolaire dans le monde éducatif, donc à travers les activités qui sont menées par la Coalition nationale pour l'éducation pour tous. C'est la fin de Focus ONG. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite à notre compagnie.